Voilà, très bien. Donc, je disais, comme vous le voyez sur mon écran là, la formation que nous démarrons aujourd'hui est intitulée Compétences pratiques en recherche en santé. Voilà. C'est un concept qui est certainement nouveau. On est plus habitué aux concepts tels que le diplôme universitaire, le master, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose de semblable avec pour principale différence le fait que c'est quelque chose qui est plus pratique, qui est plus concret et qui ne se limite pas à quelques aspects théoriques. Et l'objectif de la présentation de ce soir, c'est juste de présenter cette nouvelle formation, tout simplement, notamment le contexte, l'objectif, c'est quoi les méthodes pédagogiques, c'est quoi le résultat attendu, comment est-ce que ça va se passer, c'est combien de temps, c'est combien d'heures et tout le reste, quelles sont les modalités pour y avoir accès, qu'est-ce qu'on attend concrètement à la fin de cette formation que nous sommes en train de lancer. Voilà. Le premier point, c'est de parler de la situation, du contexte ou du problème en quelque sorte. Je crois que la plupart d'entre nous, on est au courant de ça. Sinon, on va le découvrir. Là, on a deux images ou deux cartes du monde, comme on peut les appeler. La première que nous avons ici à gauche, moi à ma gauche là, c'est la carte qui décrit la répartition des chercheurs dans le monde entier, disons par million d'habitants, tel qu'on peut le voir ici. Voilà, le search appelle Million of Inhabitants. Et ce qu'on peut remarquer d'entrée de jeu, c'est que les endroits qui sont en blanc ou qui sont le moins colorés, c'est les endroits qui sont, entre guillemets, les pays pauvres ou défavorisés qu'on a là. Les endroits qui sont plus colorés, ce sont les autres. Voilà. Donc, on peut voir ici, par exemple, que le Cameroun, où nous sommes, est quasiment blanc. Donc, soit c'est nos data où c'est quasiment moins de 300 chercheurs par million d'habitants. Et de l'autre côté, on a la répartition de l'ampleur de la maladie sur la même carte du monde en termes d'ALICE. Ça, c'est un estimateur du fardeau des maladies. Et on peut se rendre compte que la partie qui a le plus de fardeau de maladies, c'est la même zone où on a le moins de recherches qui soient faites dans le monde. Moi, ça, c'est deux images que j'ai toujours à l'esprit depuis que j'ai remarqué ça et qui, personnellement, m'a toujours choqué et bouleversé. C'est vraiment comme si ceux qui ont le plus besoin de la recherche, c'est ceux qui en font le moins finalement. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est ça le problème qui se pose. Et ça s'illustre même à l'intérieur de l'Afrique en elle-même. Là, c'est une image à gauche ici qui définit le nombre de publications, en sachant que ça est un peu comme un reflet du nombre de travaux de recherche menés jusqu'au bout. Et on va se rendre compte que les pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe, Tunisie, Égypte, Botswana, ainsi de suite, ont globalement plus de publications par population ou par million d'habitants qu'on a. Tandis que les pays de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, comme on peut le voir ici, se retrouvent quasiment à la traîne, même à l'intérieur de l'Afrique. Donc, c'est vraiment comme si même parmi ceux qui sont les moins bons, certains sont encore moins bons. Et ça peut se voir même dans le travail ou l'activité de chaque jour. Je crois que je peux donner la parole à chacun d'entre nous ici et on pourrait bien se rendre compte de ce que il y a un réel problème en matière de recherche dans notre environnement. Et voici une question que je vais poser et pouvoir laisser la parole à chacun d'entre nous. Voilà, soit de pouvoir parler ou de pouvoir écrire dans le chat. Comment apprendre à faire la recherche en santé dans le contexte africain? Et là, j'aimerais avoir les avis, les expériences de chacun d'entre nous ici. Peut-être Cyril, peut-être docteur Aimé, peut-être docteur Boli. À votre avis, si un jeune bachelier vous voit et dit, OK, vraiment, grande sœur ou grand frère, je veux faire la recherche. Je veux apprendre à faire la recherche ici au Cameroun. Ou du moins, je veux apprendre à faire la recherche. À votre avis, quelle est l'approche ou qu'est-ce que vous allez lui proposer ou lui recommander? Hello.
Hello, moi je recommanderais de se faire former dès la base, donc rapidement, et ne pas apprendre qu'un seul aspect de la recherche, apprendre tous les aspects. Ça, c'est ce que moi je recommanderais. Et surtout, la formation, c'est pas des formations payantes ou des grands masters. Il y a même des mini-formations et des guides d'orientation sur des plateformes comme YouTube et même TikTok. Donc, ça, c'est ce que je lui dirais. À vous. Merci beaucoup, docteur Aimé. Commencer dès la base, dès le départ, et ne pas chercher forcément les gros titres là. Il y a des petites plateformes, des petites formations. OK. Ok, bonsoir à tout le monde. Oui, Bon, Cyril, tout bonsoir. à l'heure, j'avais pas l'option micro, je n'arrivais pas à accéder au micro. OK. Bon, moi, je dirais que déjà, il faudrait que la personne ait accès aux différentes méthodologies qui existent et qu'il puisse soit télécharger certains livres sur la méthodologie en ligne, soit alors aller dans des bibliothèques. Déjà, commencer par la méthodologie pour comprendre comment est-ce que la recherche se fait de manière générale. Et maintenant, peut-être lire aussi d'autres documents, d'autres résultats, ou alors je vais dire quoi, des articles, voilà, sur qui ont mené les activités dans le contexte africain pour voir un peu comment ça se passe de manière générale. OK. Donc, il faut qu'ils lisent des documents, qu'ils lisent des articles pour voir comment ça se passe de manière générale. Et je vois la réponse du docteur Boli aussi qui dit, voilà, je dirais qu'il a besoin d'un effort supplémentaire, de se former en dehors du système standard d'éducation en place. Waouh. Oui, je souris parce qu'effectivement, je crois que c'est assez réaliste et ça reflète le contexte. La première chose que je note, c'est que aucun d'entre nous ne lui recommanderait d'aller s'inscrire dans une école de formation. Pourtant, si je dis que quelqu'un veut faire la médecine, je pense que la plupart diraient, ben, va dans telle ou telle école de médecine ou faire le concours. Si je dis que quelqu'un veut faire, je ne sais pas, ingénieur en bâtiment, on lui dirait, ben, il y a Polytech, ainsi de suite. Mais si quelqu'un veut faire la recherche, c'est du genre, on dit, gars, débrouille-toi. Gars, bats-toi, mon frère, bats-toi, c'est chaud, c'est chaud. Et les éléments que je vais présenter par la suite, effectivement, confirment cet état des choses. Et on arrivera peut-être sur le cas de l'auto-formation par les plateformes en ligne que moi-même, j'ai dû expérimenter un bon moment. Première option, est-ce qu'on peut dire à la personne d'aller faire un master en santé publique? De mon expérience, de ce que j'ai fait et j'ai vu, c'est une formation qui est essentiellement théorique, avec quelques cours qu'on donne sur la méthodologie de la recherche et la biostatistique, mais alors vraiment quelques cours. Et la santé publique intègre beaucoup d'autres sciences sociales qui doivent être enseignées. Anthropologie, sociologie, psychologie de la santé, etc. Et il y a une orientation même qui se fait plutôt vers la gestion de la santé publique, gestion des projets de santé publique, administration des projets, etc. Ça fait que finalement, quelqu'un qui a fait un master de santé publique au Cameroun, et même ce que j'ai vu dans d'autres pays africains, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de mener un projet de recherche. Et c'est pour ça que justement, ben, aucun d'entre nous ne dirait, si tu veux faire la recherche, va faire santé. Je crois d'ailleurs peut-être nous tous là, on a eu à faire un master de santé publique et on est bien d'accord sur le fait que c'est pas là-bas qu'on va apprendre la recherche. Est-ce qu'on pourrait dire faire un diplôme d'études spécialisées en santé publique? Déjà, l'accès est assez sélectif. Je crois qu'à la faculté de médecine à Yaoundé, ils prennent souvent 4 ou 5 personnes chaque année. Et il y a énormément d'autres notions de santé publique qui sont enseignées là, gestion des programmes et plein d'autres choses. Et très peu, voire aucune pratique de recherche n'est faite. Et vraiment, ça, je pèse mes mots quand je le dis. Et je le dis avec beaucoup de désolation. Lorsque moi, je discute souvent avec ceux qui ont fait le diplôme d'études spécialisées en santé publique, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour analyser leurs données, des recherches, des projets assez basiques, ce qui paradoxal, mais en fait reflète davantage le fait que ce n'est pas la meilleure approche, ce n'est pas la meilleure option si on veut apprendre à faire de la recherche.
Le cas YouTube, allez sur YouTube et sur d'autres plateformes en ligne. Premier point, c'est que la formation est complètement désorganisée. C'est comme si on demandait à un bachelier d'aller sur YouTube apprendre la médecine. Il risque de commencer par les cours sur la prise en charge des pathologies. Je dis qu'il faut qu'il apprenne à traiter directement. Avant de se rendre compte qu'il ne comprend pas comment on va traiter parce qu'il lui faut des éléments de sémiologie. Après, non, il me faut peut-être comprendre d'abord l'anatomie et la physiologie. Et on va se retrouver dans un mix-up complètement sans sens. Il y a une absence de suivi et d'évaluation. Et ça, je le dis en connaissance de cause parce que c'est par là que moi-même j'ai commencé lorsque je voulais apprendre la recherche et la biostatistique et tout le reste. Et après, il n'y a aucun document qui prouve que tu sais faire ce que tu dis que tu as appris à faire. Et enfin, il n'y a aucune pratique. Ou alors, la pratique se fait voilà, à tâtons. J'ai vu un truc, je teste, j'ai vu un truc, je teste. Et ça peut prendre 5 ans, 10 ans pour atteindre un minimum de connaissances qui parfois est complètement désorganisé et pas structuré. Comme je l'ai dit, c'est par là que j'ai commencé et j'en ai payé le prix et les frais par rapport à cela. Autre option, c'est de dire on va apprendre dans le tas. Du genre, peut-être je suis recruté à une organisation en tant que médecin ou je ne sais pas quoi. Je me dis, OK, on a la possibilité de faire de la recherche. Voilà, on va se lancer. C'est un processus qui va être extrêmement laborieux. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu observer, la plupart des personnes abandonnent sur le chemin, tellement c'est compliqué. Je ne peux pas compter le nombre d'enseignants des facultés de médecine au Cameroun que j'ai déjà rencontrés, passionnés ou désireux de faire la recherche, mais qui, au bout de 5 ans, abandonnent en disant que cette affaire doit être moi. Mieux, je rentre à l'hôpital, soigner les personnes, parce qu'au moins ça, je sais le faire. Et en général, il y a peu de compétences scientifiques et de rédaction, je veux dire compétences en statistique et rédaction scientifique qu'on va acquérir en apprenant sur le tas. La plupart des personnes qui vont apprendre sur le tas, tu ne vas apprendre que dans la limite de ce à quoi tu es exposé. Si je suis exposé à la collecte des données, je vais apprendre à organiser les choses sur le terrain. Si je suis plutôt exposé à telle chose, je vais apprendre. Et à la fin, on se retrouve n'ayant pas réellement appris à faire la recherche. Et l'autre option qu'on peut évoquer également, c'est de dire, ben, je peux aller à l'extérieur quand même. Au moins là-bas, je dirais, il y a des créneaux qui sont clairement définis et clairement connus. Il y a par exemple des masters en recherche clinique où on apprend la méthodologie de la recherche et la pratique. Là, on apprend à faire la recherche, pas la santé publique dans l'ensemble. On peut dire, je veux faire un master en biostatistique où on apprend purement la statistique, avec quelques aspects de recherche, mais on est vraiment focus sur la statistique. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement coûteux. Ça va chercher parfois dans les milliers d'euros, parfois des dizaines de milliers d'euros, et l'accès n'est pas évident. Avoir un accès ou une admission, par exemple, mais ne serait-ce que pour le master de biostatistique en Angleterre ou en France, c'est assez compliqué. Et en général, il y a peu, voire aucune motivation de rentrer. Quasiment tous ceux que je connais qui font la recherche comme moi et qui sont allés se former en Europe sont restés là-bas. Parce qu'il n'y a rien qui motive à rentrer. Rien du tout. Financièrement, il faut oublier. Il n'y a rien. D'ailleurs, on a vu qu'il n'y a quasiment aucune recherche qui est faite ici. Soutien du système autour, zéro. Quand tu vas seulement déposer la demande de carence éthique au comité d'éthique, c'est comme si les gars t'attendent là-bas avec les boudins et les matières. On dit qu'on va te massacrer. Donc, il n'y a vraiment rien qui t'encourage à revenir quand tu es allé apprendre là-bas. Et c'est vraiment face à tout ce challenge, face à toutes ces difficultés, que mon équipe et moi, au BMR, on s'est dit, on peut apporter quelque chose dans cette situation. Il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut commencer une solution qui, à terme, va résoudre ce problème et va réellement permettre de faire ce que notre organisation définit, Building Medical Research in Africa. Construire la recherche, bâtir la recherche en santé dans le contexte africain. Et souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui te donne le droit, donc, ou bien avant ceci, quelles les différentes opportunités ou les besoins qu'il peut y avoir derrière. Premier besoin sont les centres de recherche. De ce que j'ai pu voir autour de moi et dans les différents centres de recherche que j'ai parcourus, il est difficile de trouver des personnes avec des compétences pratiques. Je ne parle pas des diplômes. Les diplômés sont nombreux et en rang.
mais des gens qui sont capables de résoudre un problème de recherche concret. Je ne peux pas compter le nombre de personnes, même des centres de recherche qui m'ont déjà contacté. Voilà, on veut, voilà, comment on rédige les protocoles, comment on trouve de l'argent pour faire la recherche, comment on fait ci, on fait ça. Et souvent, dans les centres sont obligés de se partager les mêmes chercheurs. C'est-à-dire une même personne qui va travailler ici et là-bas et là-bas et là-bas parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Pourtant, il y a énormément de jeunes qui sont en train d'errer là, de monter des centres sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Deuxième point, ce sont les universités. Toutes les universités ont besoin des gens qui vont encadrer les étudiants. Dans l'initiation à la recherche, quasiment dans toutes les universités, quand on finit sa formation, il y a un exercice d'initiation à la recherche. Mais très peu sont les enseignants qui sont capables de monter un vrai projet de recherche. Sans compter que les universités elles-mêmes devraient pouvoir monter des projets de recherche. Dans d'autres pays, en France par exemple, où j'ai eu à faire quelques activités, l'Université de Montpellier a des projets de l'université. Les fonds arrivent à l'université, montés par des enseignants de l'université qui ne sont pas forcément dans un centre de recherche. Et c'est possible d'en avoir ici. Je me rappelle un projet qui a été financé pour l'université de Chang il y a quelque temps. Et ça démontre vraiment que les universités sont capables aussi de mener de la recherche. Et enfin, il y a les organisations internationales, les ONG, etc., qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de données qui sont collectées dans leurs activités. Et des rapports d'activité qui sont faits, et puis basta. Alors que c'est une grosse opportunité de faire de la recherche parce qu'ils ont souvent quand même du financement pour ces activités de terrain, mais il manque le contenu de la méthode, tant pour la collecte des données que pour l'analyse, que pour la rédaction scientifique et tout le reste. Et on se retrouve souvent face à des situations assez difficiles, assez contraignantes parce qu'il manque de la ressource. Et il y a cette citation du professeur Francine Toumi, qui est congolaise. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, surtout pour sa détermination et ses résultats dans la recherche, qui a dit il n'y aura pas de développement sans la recherche. Ce n'est pas un slogan, ce n'est qu'une simple réalité. On ne peut pas atteindre certaines dimensions dans l'environnement où on est, que ce soit l'enseignement, les organisations internationales, les centres de recherche et tout le reste, ou même le développement dans l'ensemble, sans qu'il y ait de la recherche. Et pour moi, c'est la preuve de ce que c'est un pan de l'affaire ou un pan de la situation qui a un gros besoin, qui représente une grosse opportunité, quel que soit le côté par lequel on le prend. Et comme je disais souvent, certaines personnes me demandent, OK, toi-même qui parles là, qu'est-ce qui te donne le droit de parler? Pourquoi tu dis que tu veux faire ce que tu veux? Toi-même, tu as appris ça où? Et je me suis amusé un peu à prendre quelques images de ce que moi j'ai appris, des différentes choses que j'ai eu à faire. Le but pour moi ici étant un peu de montrer quel est le crédit qu'il y a derrière, de montrer que ce que je suis en train de dire et d'expliquer, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des choses que j'ai pris le temps d'apprendre, j'ai pris le temps de transmettre, d'enseigner et que maintenant, c'est pour ça que je disais au début, c'est une formation que j'ai miroitée depuis au moins 3 ou 4 ans où je me disais, il faudrait qu'à un moment donné, on démarre un canevas où on va apprendre aux gens à faire la recherche de A à Z, du début à la fin. Donc, la première chose, comme je crois que la plupart d'entre nous le savent déjà, je suis médecin. J'ai fini à la faculté de médecine en 2015. Donc, ça, c'est une image de mon diplôme de docteur en médecine générale. Ensuite, moi aussi, j'ai fait un master de santé publique à la faculté de médecine de Yaoundé, FMSB. Et ça, c'est une image de mon diplôme de master qu'ils ont appelé master recherche en santé publique, même si le contenu n'est pas forcément ce qu'on peut appeler master recherche. Également, après ça, j'ai fait une formation, diplôme universitaire en revue systématique et méta-analyse de l'Université de Paris-Cité. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me frotter à ce qui est offert à l'extérieur comme formation dans le domaine de la recherche. Ici, c'était précisément le cas des revues systématiques et des méta-analyses. Après ça, j'ai fait une formation également qui est offerte par l'IRD sur rédiger et publier un article scientifique. Et c'est là où j'ai davantage peaufiné les compétences que j'ai en matière de rédaction scientifique et de rédaction d'articles. L'autre formation que j'ai faite, c'est Basics in Clinical Trial Management et Digital Course. Ça, c'est une formation que j'ai faite d'une université américaine pour pouvoir
mener les essais cliniques. D'ailleurs, qu'avant d'avoir fait ça, j'avais déjà commencé la pratique, mais ça m'a permis vraiment de structurer et d'organiser la connaissance en matière d'essais cliniques. Voilà, d'essais cliniques précisément. Également, à côté de ça, j'ai fait une formation de ce qu'on appelle attaché de recherche clinique, un peu comme les moniteurs d'essais cliniques. Ça, c'était à Kinshasa, au Congo, où justement, ça m'a donné l'occasion de me frotter à d'autres contextes africains pour voir comment on fait la recherche là-bas, apprendre comment on suit un essai clinique, comment on ouvre un site, comment est-ce qu'on le conduit, l'inclusion des participants et tout le reste. Et ça, c'était une formation assez sélective et essentiellement théorique. Également, j'ai fait une formation, ce qu'on appelle la recherche de mise en œuvre, Implementation Research, qui est offerte par l'OMS, notamment avec l'organisation TDR pour les maladies tropicales négligées. Voilà. Et plus récemment encore, j'ai fait un diplôme universitaire en méthode statistique avancée en santé. Et c'est là où j'ai vraiment fait asseoir mes compétences, du moins mes connaissances, parce que là, ce ne sont que des formations que je suis en train de présenter sur la statistique médicale. Et donc, quand je parle de statistique ou de statistique avancée, je sais à peu près de quoi je suis en train de parler. Et la plus récente formation que j'ai faite, c'est de l'University College of London sur Qualitative Research Methods, où là, j'ai également appris les méthodes de recherche qualitative. Donc, ces différents éléments m'ont permis d'avoir un regard un peu croisé et varié sur les différents aspects de la recherche. Il y a d'ailleurs un outil que j'ai conçu, je pourrais partager avec vous, où je décris toutes les compétences que je crois qu'il faut avoir ou qu'on peut avoir dans le domaine de la recherche, classées par domaine, domaine statistique, domaine méthode de la recherche. Parce que c'est à travers toutes ces expériences que j'ai pu réaliser qu'en fait, il y a un contenu qu'on peut mettre. Et chacune de ces formations m'a apporté quelque chose, m'a permis de bâtir cette expérience au point où quand je dis aujourd'hui, je peux transmettre ce que je crois vraiment avoir une vue globale de la situation en matière de recherche. Ça, c'est les éléments théoriques, je dirais, de formation, savoir. Maintenant, du côté pratique, concrètement, première chose, je coordonne un groupe, le BMS justement. Aujourd'hui, il y a plus de 300 étudiants et résidents qu'on a eu à encadrer pour leur mémoire et leur thèse. Encadrer dans corriger leur protocole, leur donner des cours sur la méthodologie, analyser leurs données et toutes les activités qu'on arrive à donner. Et c'est ça qui m'a permis de davantage toucher du doigt le besoin et le manque qu'il y a en termes de formation en recherche, que ce soit pour les enseignants ou pour les étudiants également. À côté de ça, je suis également chercheur et biostatisticien dans 3 centres de recherche. C'est ce que je disais tantôt. Je travaille dans 3 centres parce que dans chacun des centres, il y a un besoin qui n'est pas complet. Quand il faut rédiger un projet de recherche dans le premier, il faut contribuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Et voilà, c'est forcément. Et aussi, c'est ça qui me permet d'avoir l'expérience côté pratique. Et ça me permet de mettre ce point également. J'ai été investigateur principal, c'est l'un des premiers projets que j'ai eu à rédiger. Le budget était 120 000 $. Et ça m'a permis d'aller vraiment de tout ça, c'est peut-être il y a 4 ans ou 5 ans par là, d'aller sur tout le process, avoir l'idée de recherche, rédiger, soumettre pour avoir le financement, mener le projet sur le terrain, rendre le rapport technique, financier et tout ce qu'il peut avoir, rédiger l'article qui est actuellement en cours d'évaluation et qui va probablement sortir parce que j'attends juste les commentaires des reviewers, sortir pour être publié. Et également, il y a un autre projet auquel j'ai participé au montage et à la rédaction avec un budget de près de 5 millions d'euros qui a été financé. Bon, j'ai juste pris les 2 extrêmes comme ça. Ça, c'est le tout premier. Ça, c'est le plus récent. Mais au milieu, il y a beaucoup d'autres projets où j'ai participé, où j'ai été l'investigateur principal, ce qui m'a permis d'avoir réellement, au concret, comment est-ce qu'on monte le projet, comment est-ce qu'on trouve le financement. Et à côté de ça, d'un point de vue pratique, j'ai été chef de projet de 2 essais cliniques déjà, c'est-à-dire organiser le travail de terrain, collecter des données, tout ce qu'il peut avoir en termes d'activité sur le terrain, et peut-être 3 ou 4 autres projets d'épidémiologie que j'ai coordonnés. Donc, pour dire qu'en fait, ça m'a permis de voir non seulement le côté théorique de l'affaire, mais également le côté pratique
de cette affaire dont on parle en matière de recherche. Également, je donne des cours à l'Université de Bamenda et à l'Université catholique, essentiellement sur la méthodologie de la recherche documentaire. J'ai publié déjà, ou mon co-auteur de 32 articles, il y a même un qu'on vient d'accepter aujourd'hui pour être publié. Et ça, c'est dans l'exercice de la rédaction et publication d'articles, parmi lesquels un essai clinique que j'ai évoqué tout à l'heure, je suis le premier auteur. Et il y a 2 livres que j'ai eu à publier, dont sur la méthodologie de la recherche quantitative en santé. Et ça, c'est vraiment juste pour montrer qu'en fait, je crois que c'est possible de le faire. C'est vrai que ça m'a coûté énormément en termes de sacrifice et tout le reste, mais sincèrement, ça me permet d'avoir une vue globale, tant sur l'aspect théorique que sur l'aspect pratique de cette affaire. Et bien évidemment, ça ne m'empêche pas d'avoir une autre vie à côté, parce que je suis marié à celle que j'estime être la plus belle femme au monde, et j'ai 2 magnifiques enfants, pour dire qu'on peut faire de la recherche et bâtir une famille. Ce qui me choque le plus souvent, c'est que la plupart des chercheurs excellents que je côtoie ont une vie de famille complètement délabrée. Souvent parce que justement le temps et l'effort que ça leur a pris pour acquérir ces compétences-là ne leur a pas permis de bâtir l'autre côté de la vie. Il ne devrait pas en être ainsi. Je me rappelle, le jour de à l'occasion de la Journée internationale de la femme, on discutait avec certains collègues, voilà. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on peut être une bonne femme et faire la recherche? Pour la plupart, c'était non. C'était qu'il faut faire le choix. Soit tu fais la recherche, soit tu vas aller t'occuper de la famille. Mais pour elle, c'était non, non, c'est pas possible. Or, c'est justement parce qu'on apprend à tâtons, on cafouille, on se bat comme on peut. Et ça demande énormément d'énergie, de temps, d'argent et tout le reste. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Je prends tous ces éléments pour nous amener vraiment à réaliser le contexte dans lequel cette formation est lancée, la vision dans laquelle elle est lancée et quels sont les objectifs qu'il y a derrière. Et je crois sincèrement que c'est quelque chose qui va être suffisamment utile. Voilà. Ceci étant dit, on va parler de la formation elle-même. Donc, j'ai parlé déjà du contexte, du problème, de moi-même, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne le droit de faire ce que je suis en train de faire. La formation, je l'ai dit, on l'a appelée compétences pratiques en recherche. Donc, c'est un projet qui est suffisamment ambitieux au vu de notre contexte, qui vise à former une nouvelle génération de chercheurs dans le domaine de la santé. J'entends par nouvelle génération des personnes qui ne sont pas obligées d'abandonner leur activité habituelle pour faire de la recherche et pouvoir faire de la bonne recherche. Moi, quand je dors, ce dont je rêve la nuit, c'est une gynécologue qui peut voir ses patients 3 jours de la semaine et les 2 autres jours travailler sur la recherche en gynécologie. C'est quelqu'un qui travaille dans une organisation internationale qui peut consacrer 4 jours de la semaine pour les activités de l'organisation et mettre 1 jour de côté pour mener de la recherche, de la bonne recherche, sans qu'on ne soit obligé de faire des sacrifices qui ne sont pas nécessaires. Et notre approche est vraiment basée sur quelque chose de pratique, transmettre les compétences, pas transmettre les connaissances. Et on verra une image tout à l'heure qui explique bien ça. C'est de transmettre aux gens du savoir-faire et qu'ils soient capables de partir d'une idée de recherche qu'on a à la publication et l'utilisation des résultats de manière autonome. Ce n'est probablement pas l'idéal dans certains contextes. Je prends un exemple. En Europe, par exemple, dans une équipe de recherche, il y a ceux qui sont des statisticiens, mais vraiment qui ne font... Il y a d'ailleurs un département statistique. Il y a ceux qui s'occupent de la méthodologie de la recherche. D'ailleurs, j'ai un de mes mentors qui est prof de méthodologie de la recherche, qui est au Canada. Il y a un département qui s'occupe de l'implémentation, mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc, quand il y a un projet, c'est l'équipe qui s'assoit, chacun apporte sa part. Mais moi, je crois que la recherche au Cameroun ou en Afrique actuellement est comme la médecine au Cameroun il y a, je dirais, 30 ans ou 40 ans. Pour certains d'entre nous qui avons certaines années qui ont fait la médecine il y a longtemps, certains s'appelaient médecins omnipraticiens. Et à cette époque-là, c'est ce dont le Cameroun avait besoin. C'est-à-dire, quand tu voyais un médecin qu'on a affecté à l'hôpital des districts de Banjul, s'il y a les césariennes à faire, c'est lui qui doit faire ça. S'il y a des ostéosynthèses parce qu'il y a des fractures, c'est lui qui doit faire ça. Si l'enfant vient prématuré, c'est lui qui doit gérer. Omnipraticien. De nos jours,
même les chirurgiens généraux, on commence à les négliger que non, il faut aller faire l'ortho, il faut dans l'ortho aller faire la chirurgie du genou. Parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui, il y a plus de personnes qui ont fait de la médecine. Donc moi, je crois qu'on est au niveau de la recherche où on doit être des chercheurs omnipraticiens. Quand tu as ton projet, s'il faut rédiger, c'est toi qui gères. Méthodologie de la recherche, c'est toi qui vas gérer. Statistique, c'est toi qui gères. Rédaction, c'est toi qui gères. Parce qu'on n'a pas ce luxe qu'on peut se donner et n'ayant déjà même pas assez de ressources. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment d'équiper des personnes qui vont pouvoir aller de l'idée de recherche à l'utilisation des résultats de manière pratique en passant par toutes les étapes eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est possible. Moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour arriver à le faire. Et mon challenge, c'est de faciliter le chemin à tous les autres qui veulent passer par ce processus, surtout sans dégrader les autres aspects de la vie, parce que c'est extrêmement important. Et donc, la formation aura 4 objectifs pédagogiques. Je vais vous partager tout le document que je suis encore en train de peaufiner pour que ce soit bien calé. Donc, c'est comme 4 axes de formation que nous avons. Le premier objectif, c'est de pouvoir outiller les participants avec des compétences fondamentales et avancer en méthodologie de la recherche scientifique. Ça veut dire les étapes clés qu'on a. Choix du sujet, rédaction de protocole, trouver le financement, mener sur le terrain et tout, jusqu'à la publication. Donc, pouvoir choisir les bonnes méthodes de recherche qui vont pouvoir les appliquer et les mettre en œuvre en partant d'une question de recherche et tous les aspects méthodologiques qu'on a au milieu jusqu'à la fin. Ça, c'est le premier axe de formation qu'on a. Le deuxième axe, ça porte sur l'analyse des données, notamment l'analyse statistique des données. Donc, c'est de développer les capacités à analyser et interpréter les données de manière critique et rigoureuse en utilisant les logiciels d'analyse statistique des données, comme SPSS et R. Ça, c'est les 2 principaux logiciels que nous utilisons. Et une fois qu'on a fait l'analyse, de pouvoir comprendre et interpréter soi-même les résultats. De ne pas être, par exemple, des chasseurs de valeur P, comme on en voit souvent. Dès qu'ils pensent à ce qui les intéresse, c'est il y a combien de valeurs P significatives. La pire des façons de faire la recherche. Et donc, le but, c'est de pouvoir transférer ces compétences-là. De manière à ce que quand quelqu'un fait son projet de recherche, même si cherche un statisticien, c'est parce qu'il lui manque le temps. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas comment il va pouvoir traiter. Lorsque je travaille dans une institution qui a des données, je dis que non, laissez-moi, je vais m'en occuper. Je prends une nuit et je viens avec des résultats qu'on peut interpréter et qu'on peut utiliser. Objectif numéro 3, au troisième axe, c'est en termes de communication sur ces résultats. Donc, il faut pouvoir équiper les gens à vulgariser le travail de recherche. La communication va se faire par la rédaction des articles, rédaction des rapports de recherche. Ça va se faire par la présentation aux conférences et aux congrès. Et je souris un peu parce que quand je me suis formé sur la présentation des résultats scientifiques, je me suis rendu compte que 99% des posters qu'on fait pour nos congrès, c'est pour la poubelle normalement. Parce qu'il y a une science derrière le poster qu'on fait à un congrès. Vraiment. Et ça a révolutionné ma façon de voir la chose. Cette histoire où on a souvent un gros poster avec introduction, méthode, résultat, discussion, c'est complètement inefficace en termes de communication scientifique. Mais peu de gens le savent. Et même en termes d'utilité, c'est-à-dire utilité pour ceux qui viennent à la conférence et même pour moi en tant que chercheur, pour ma visibilité et tout le reste. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ambitionne d'apprendre, d'enseigner aux gens et même de pouvoir communiquer ces résultats de travaux auprès des décideurs et au grand public. Moi, on m'a invité une fois à la CIATV, je crois que c'était pour parler des données probants en utilisation de la recherche. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il faut apprendre à communiquer science. Parce que quand le journaliste te pose ces questions, et peut-être 2 ou 3 fois, j'ai eu à passer toujours au journal sur des projets de recherche qu'on a menés, et lui, ces questions, souvent, c'est des questions terre à terre, pratiques. OK, docteur, vous avez fait une recherche. En quoi ça va être utile pour le grand public? Si je commence à dire qu'on avait fait une étude transversale analytique avec collecte prospective des données, je suis complètement à côté de la plaque. Il m'est arrivé des fois, avec certains de mes patrons, d'aller au bureau du ministre ou d'autres administrations et de pouvoir plaider pour un projet de recherche ou pour un résultat qu'on a trouvé. Non, mais il y a une façon de le présenter et de le faire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment transmettre cette compétence de communication de ces résultats sur les différents volets qu'on peut avoir. Et le quatrième aspect, c'est des aspects
administratifs, managériaux et pratiques. J'ai eu l'occasion de conduire, je dirais, pendant 7 mois cumulés à peu près, pas 7 mois d'affilée, mais quand on cumule, une équipe d'une quinzaine de personnes sur le terrain, travaillant dans des conditions assez difficiles, en zone de forêt. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer quand on a une équipe de recherche à gérer. Quand c'est 2, 3 personnes, ça peut aller. Mais quand tu as déjà 15 personnes, chacun ayant ses problèmes, chacun ayant ses conflits et tout le reste là, quand tu dois monter un projet de recherche pour trouver du financement, il y a des approches qu'il faut avoir. J'ai appris auprès de mes maîtres et je crois qu'il est bon de le communiquer, de le vulgariser autant que possible parce que le but à la fin, c'est qu'on fasse plus de recherches en Afrique et que ce soit utile pour nos populations, que ce soit utile pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Je ne parle pas des éléments d'un point de vue éthique. J'ai eu à parcourir les comités d'éthique dans tous les sens, privé, public, régional, national, tout. Et il y a des petites astuces ou des petites failles qu'il faut éviter de tomber ou qu'il faut pouvoir reconnaître, sans compter tout le lobbying et le plaidoyer et les connexions qu'il faut avoir pour arriver à mener ce genre de choses. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse passer par ces 4 étapes. Et je crois que ceux qui vont pouvoir maîtriser et saisir ces 4 étapes pourront être des personnes autonomes qui peuvent réellement mener un projet de recherche à bout. Et je vais terminer donc avec la méthodologie qu'on va utiliser et le planning. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, notre approche, comme je l'ai dit, c'est l'approche par compétence. Et j'ai beaucoup aimé cette image que j'ai trouvée sur Internet qui parle justement des 3 aspects. Il y a les connaissances, il y a la pratique et il y a l'attitude. C'est ça, savoir, savoir-faire et savoir-être comme une étude de cas. Et l'idée, c'est d'avoir les compétences. 1, avoir la connaissance qu'il faut. 2, pouvoir l'utiliser de manière pratique. 3, comprendre les attitudes qui vont avec ce genre d'activité, ce genre d'environnement, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce qu'on a l'intention de pouvoir faire ici. Et on va utiliser une méthode qui va combiner premièrement des cours théoriques asynchrones. Ça veut dire qu'il y a des vidéos que j'ai enregistrées ou que je vais enregistrer et qui sont organisées suivant les modules qu'on aura à faire ou qu'on va voir. Et ces vidéos seront disponibles sur notre plateforme 24/24. L'idée étant que chacun puisse trouver du temps pour pouvoir le regarder avant les séances de live qu'on aura à faire. Et ça va compter pour à peu près 90 heures au total de toute la formation. Là, c'est sur tous les 4 objectifs que j'ai eu à évoquer là. Il y a des cours théoriques synchrones, donc ça, c'est en live, pour répondre aux questions par rapport à ce qui aura été regardé avant, pour apporter des compléments sur certaines notions qui n'ont peut-être pas été bien expliquées ou bien comprises. Et ça va compter pour à peu près 30 heures au total. Également, on aura des exercices pratiques. Je ne vais pas chercher loin. J'ai au moins une dizaine de projets de recherche déjà peut-être réalisés ou certains qui ont échoué, ainsi de suite. Et on va partir sur ces exemples concrets déjà réalisés pour les exercices pratiques, que ce soit aspect méthodologie, aspect analyse des données, aspect rédaction ou aspect gestion managériale. Et il y aura des travaux individuels et des travaux de groupe pour ces exercices pratiques supervisés par un encadreur avec un total d'à peu près 45 heures là, parce que c'est vraiment le côté pratique, et des activités interactives. Parce que je me suis rendu compte que c'est dans cette interaction qu'on arrive à acquérir certaines compétences et certaines connaissances sont bien fixées. Donc, il y aura des cas pratiques, identification des erreurs sur des exemples proposés, travaux en live pour un total de 45 heures à peu près. Et il y aura des projets individuels encadrés. Donc, l'idée, c'est que chacun ait au moins un projet concret qu'il doit choisir dès le début de la formation et sur lequel toutes les étapes seront appliquées. Et on verra comment choisir un projet de recherche. S'il n'y a pas d'argent, on verra comment chercher le financement. Peut-être on ne le trouvera pas dans ce laps de temps pour vraiment l'implémenter, mais certainement on pourra en trouver. J'ai dans ma machine là une liste, je crois, de 50 potentiels bailleurs de fonds classés par domaine. En fait, avec leur période d'appel, genre, il y a tel bailleur qui lance ses appels à tel moment, tel qui travaille sur les maladies de la peau, tel qui travaille sur ceci. Et lorsque tu as ciblé un, tu as compris ces critères et que tu peux rédiger suivant ces critères, 2, 3, 4, 5 essais, tu vas avoir de l'argent pour faire la recherche. Et c'est ça l'idée vraiment de chacun puisse avoir un projet sur lequel il va travailler
dès le début et qu'on arrive à la fin à avoir quelque chose de concret. Et on aura des évaluations après chaque module qui vont être à la fois formatives et sommatives et pour un total de 30 heures. C'est vraiment les différentes versions d'évaluation qu'on va avoir. Certaines évaluations auront pour but de former davantage, de faire asseoir certaines connaissances et pour arriver à la fin à avoir le résultat escompté. Et voici quelques avantages ou quelques bonus que je pourrais dire par rapport à ça. Premièrement, il y a un accès qu'on va donner à la documentation parce que derrière ça, il y a pas mal de documents que j'ai pu emmagasiner et collecter, classés par thème et par domaine, ainsi de suite. Vous allez pouvoir être membre d'une communauté de chercheurs et d'apprenants. L'idée, c'est de bâtir ou bien de vous intégrer dans une équipe d'autres personnes avec qui on travaille déjà. Donc, possibilité également d'intégrer une équipe de recherche qualifiée. Quasiment dans toutes les équipes où je travaille, il y a un besoin réel de personnes qui savent faire la recherche. Besoin réel et palpable. Pas plus tard qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, il y a un neurologue, un aîné qui m'a appelé pour dire, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui fait la recherche, qui peut venir nous aider? Parce qu'on a des projets, on veut faire, et s'il n'y a personne pour pouvoir le faire. Autre chose, ce sera un accompagnement complet pour le premier projet de recherche après la formation. C'est-à-dire, quand on aura fini, l'idée, ce n'est pas qu'on prenne ça, on peut mettre au magasin, on dit que voilà, j'ai fait la formation, non. Mais le prochain premier projet ou le premier projet de recherche que chacun va faire, nous, on va se charger de l'accompagner du début à la fin. C'est-à-dire travailler ensemble pour être sûr que même sur les aspects de mise en œuvre sur le terrain et tout le reste, qu'on apporte ce soutien-là. Et évidemment, il y aura une attestation de formation à la fin pour ceux qui auront validé. Les conditions seront clairement définies à l'avance. Et vous aurez accès au contenu de la formation pendant 6 mois après la formation. Ça veut dire toutes les vidéos, toutes les ressources documentaires, les exercices pratiques qu'on a eu à faire avec les corrections et tout le reste pour davantage faire asseoir cela. Et le planning qu'on aura de manière concrète, l'idée c'est qu'on ait 2 sessions live par semaine, parmi lesquelles une sera essentiellement théorique, l'autre sera essentiellement pratique. Et là, j'ai mis les jours à définir parce que l'idée c'est de pouvoir s'adapter autant que possible à l'agenda de ceux qui vont s'engager dans cette formation, de ne pas fixer les jours d'emblée comme ça. Là, dans jours à définir, j'inclus aussi les heures à définir. Peut-être pour certains, il vaut mieux que ce soit en matinée ou en soirée ou la nuit ou très tard la nuit. On va s'adapter, mais le but vraiment, c'est qu'on puisse s'accorder sur quels sont les jours et les heures qui conviennent le mieux pour le faire. Et les vidéos correspondantes seront bien évidemment indiquées à l'avance et devront être regardées à l'avance. Également, les exercices pratiques devront être faits à l'avance pour les sessions pratiques pour que ce soit vraiment interactif et qu'on puisse avancer là-dessus. Et on aura une évaluation qui va se faire en ligne. D'ailleurs, tout ce qu'on va faire se passe en ligne, donc pas besoin de se déplacer pour ça. Et le projet de fin de formation qui sera présenté devant un jury. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas comme, je dirais, les soutenances qu'on fait souvent là. Peut-être que chacun, ça va prendre 3 heures de temps, par exemple, parce que ce sera une discussion pour comprendre de manière concrète, est-ce que du début à la fin, c'est toi qui as fait les erreurs? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris telle étape? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que ceci, c'est bon? Est-ce que là, c'est quoi? Est-ce que ici, c'est bon? Et être sûr qu'on a en face quelqu'un qui a vraiment des compétences pour mener ce projet de recherche à terme. Et voici les conditions d'accès. Donc là, c'est un résumé à peu près de tout ce qu'on offre, 6 mois de formation, parce que quand vous faites le calcul, si on voit différents modules et le nombre d'heures, ça fait 300 heures de cours au total, 300 heures d'activité. Donc, ça devrait durer au total 6 mois. Après, chaque module va peut-être faire 1 mois et demi à peu près. Voilà, donc peut-être certains modules pourront être un peu plus courts, d'autres plus longs, mais pour faire tous les 4 modules, ça va prendre 6 mois. C'est plus de 50 vidéos, plus de 50 documents et articles et un accompagnement pour un projet et des compétences pratiques qui sont réellement transmises. Donc, le principe pour le volet financier, l'inscription, au moins pour dire, OK, je fais partie de la formation, c'est 10 000 francs. Et les frais pour la formation, ce sera 50 000 francs par mois. On a voulu fragmenter ainsi pour donner la possibilité de pouvoir s'y engager. Et peut-être si quelqu'un n'est pas sûr de pouvoir tenir jusqu'à la fin, encore que je doute que ce soit le cas, mais de pouvoir au moins dire, OK, je vais payer par partie de ce que je suis en train de faire réellement. Je fais 1 mois, je paye pour ça, je fais 1 mois, je paye pour ça. Et le début effectif, ce sera dans 2 jours, donc jeudi le 23 janvier, où on va commencer avec le premier module.
et les éléments qui vont avec et y aller. Surtout que ça a quand même beaucoup traîné. Il y a pas mal de personnes qui attendaient déjà depuis bon, on commence quand, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà en gros les éléments de la formation, les conditions d'accès, comment ça va se dérouler, le contenu, les objectifs. Et je vous remercie en terminant avec cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « Faire de la recherche sans en maîtriser la méthode, c'est aussi grave que faire un acte chirurgical qu'on n'a pas appris dans un contexte où on a des spécialistes. » Et il faut vraiment éviter ça et rester focalisé sur j'acquiers des compétences, je les utilise et je produis un résultat qui est suffisamment efficace et pertinent pour l'environnement où je travaille. Voilà, je crois que là, j'ai terminé. Tchoup.